Bonsoir à tous, voici les titres que nous développerons dans cette édition. L'inquiétude des riverains autour du rachat de l'aéroport Toulouse-Blagnac. Ils redoutent une forte hausse du trafic. Le mois de l'économie sociale et solidaire, c'est parti en Midi-Pyrénées. Carole Delga, secrétaire d'État chargée du commerce, s'est déplacée à Toulouse pour l'événement. État des lieux de la France, dite profonde, celle dont on ne parle pas. C'est le travail qu'a réalisé la journaliste Florence Aubenas. Entretien en fin d'édition. Mais pour débuter, quelques infos du confin de notre univers et de Philae, toujours agrippé à la comète Chury. Le lander a pu mener de nouvelles analyses. En voici les informations essentielles avec Sophie Voinis. 48 heures après son atterrissage chaotique sur la comète Chury, Philae continue de travailler. Ses instruments fonctionnent bien, notamment le marteau qui est entré dans le sol de la comète. L'APXS, quant à lui, émet ses rayons X. Ils doivent permettre d'en connaître un peu plus sur la composition du sol de Chury et plus précisément sur la partie des éléments lourds. Le forage, un temps incertain, est finalement en cours. On attend impatiemment les résultats de ces analyses. Ça, c'est pour les bonnes nouvelles. Les mauvaises, c'est qu'à l'heure actuelle, il est encore impossible de déterminer avec précision l'endroit exact où s'est posé Philae. Les scientifiques vont tenter de le tourner afin d'améliorer l'orientation de ces panneaux solaires. Aujourd'hui, il ne profite que d'1h30 d'ensoleillement, ce qui est insuffisant pour lui permettre une autonomie totale et poursuivre sa mission. La communauté scientifique retient donc son souffle. À l'heure actuelle, il s'agit de prolonger la vie du robot laboratoire, le premier à s'être posé sur une comète à 500 millions de kilomètres de notre Terre. Espace toujours pour vous signaler le Festival des étoiles et des ailes qui se déroule ce week-end à la Cité de l'Espace. Films, débats, rencontres avec des spécialistes sont au programme. L'occasion aussi d'en savoir plus sur Philae et d'approcher sa réplique « Grandeur nature ». Quittons l'espace, mais restons dans l'aérien pour des problématiques plus terre à terre. Les riverains de l'aéroport de Toulouse-Blagnac s'emparent du dossier de privatisation de la structure. Ils s'opposent à la vente d'une partie des parts de l'État qui garderait 10% du capital. Ils craignent une remise en question des avancées obtenues en matière d'environnement et de nuisances sonores. Les détails avec Pascal Soler. 3 offres de rachat des parts de l'État dans le capital de l'aéroport ont été proposées. 3 offres portées par Vinci, ADP, le groupe Aéroport de Paris, et enfin celle de la SNC Lavalin, entreprise canadienne associée à des investisseurs chinois. Cette dernière candidature pourrait être privilégiée. Aussi, le collectif contre les nuisances aériennes craint que ce groupement sino-canadien fasse de Toulouse-Blagnac un hub, c'est-à-dire une plateforme, vers la Chine et que le trafic soit intensifié. Rajouter quelques millions de passagers chinois en transit sur la plateforme, je ne vois pas en quoi ça va améliorer l'économie du pays, par contre, ou de la région, mais par contre, ça va impacter les 100 000 riverains qui sont sous les couloirs aériens de l'aéroport, qui sont déjà impactés par 100 000 mouvements par an et qui vont l'être par 200 000 mouvements. Une privatisation, elle va entraîner une augmentation du fret. C'est dans les intentions de tous. Le fret, c'est les vols de nuit. On en a déjà 25 en ce moment. En rajouter, c'est l'horreur. Et les élus, tous partis confondus, n'ont pas levé le petit doigt pour dire et l'impact environnemental sur les populations. Du côté des collectivités territoriales, de la CCIT et de la communauté urbaine qui détiennent à elles toutes 40% des parts de l'aéroport, on préfère tempérer, rappelant qu'elles auront toujours leur mot à dire sur la gouvernance de l'aéroport. Entre minuit et 6 heures, il n'est pas question d'augmenter le trafic plus que ce que ça n'est prévu. Tout cela fera partie, bien évidemment, de notre attention. Ce qu'il faut, c'est que celui qui aura la gestion s'engage de la manière la plus claire sur le développement de l'aéroport, sur le développement des usages, sur le développement du fret, sur le développement de l'économie touristique. C'est ça que nous attendons, c'est-à-dire non pas un gestionnaire pur et simple qui vient pour y tirer un bénéfice, mais un gestionnaire qui vient pour développer. Et c'est sur ce point du développement que portera notre avis. Le 19 novembre, les collectivités locales et la CCIT devraient donner leurs avis sur les offres reçues. Le collectif contre les nuisances aériennes appelle les riverains à exprimer leurs inquiétudes mardi prochain, le 18 novembre, au cours de la commission de quartier organisée à la mairie annexe de Bagatelle à 18h30.
Elle concerne 2 millions de salariés et plus de 200 000 entreprises en France. L'économie sociale et solidaire est en plein développement. C'est aussi le cas en région Midi-Pyrénées. Aujourd'hui s'ouvrait à la médiathèque de Toulouse le 14e forum régional dédié à cette économie. C'est Carole Delga, la secrétaire d'État en charge du commerce, qui a inauguré l'événement. Jérôme Bolloc et Alain Sorat. Protection des personnes et des biens, environnement, santé, l'économie sociale et solidaire touchent de nombreux secteurs d'activité. Mais que change cette forme d'économie pour un entrepreneur voulant se lancer dans l'aventure? Alors il y a plusieurs choses qui vont changer. D'abord la gouvernance, puisque avoir une gouvernance démocratique, ça implique de réfléchir les choses un petit peu autrement. Il y a aussi le but de votre projet qui va être différent, puisque vous allez viser une utilité sociale et pas la lucrativité de ceux qui font un apport en capital. Donc ça va vraiment être les deux points les plus essentiels. Après, sur le champ d'activité, vous pouvez travailler dans plein de domaines. Vous pouvez autant ouvrir un café que faire du commerce, que de l'agriculture, en étant dans l'économie sociale et solidaire. Dans notre département, en l'espace de 10 ans, l'économie sociale et solidaire s'est largement développée. Sur cette période, le nombre d'établissements a progressé de 19%. On dénombre aujourd'hui 4 750 structures pour près de 44 000 salariés. Juste se rappeler que l'économie sociale et solidaire crée sur les 10 dernières années 5 fois plus d'emplois que l'économie classique. Donc il faut savoir soutenir ce mode de développement économique qui a une vraie rentabilité économique mais qui ne perd pas le sens de cette orientation économique, c'est-à-dire une utilité sociale. Notre objectif, c'est en effet créer plus d'emplois, permettre aussi au SCOP de pouvoir encore plus se développer, faciliter également toutes les initiatives des territoires. En décembre, les régions et l'État signeront un protocole d'un montant de 40 millions d'euros au service de l'innovation sociale. Une distinction à présent pour le Parc national des Pyrénées. Il vient d'être inscrit à la liste très sélective des espaces protégés lors du Congrès mondial des parcs. C'est un événement qui regroupe 5000 participants et qui se déroule actuellement à Sydney, en Australie. Il est organisé par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Cette reconnaissance vient saluer le travail de préservation de la faune et de la flore. Il pourrait se traduire par d'importantes retombées touristiques pour le parc. Sport à présent, pas de top 14 ni de Ligue 1 ce week-end pour cause de trêve internationale. En match amical, le Toulouse Football Club s'est imposé ce matin 4-1 face à Colomiers avec un quadruplé de Martin Braithwaite. On jouera par contre en Pro D2. Au programme, Albi, actuel deuxième du championnat, recevra Agen. Coup d'envoi samedi à 14 h. L'affiche de ce week-end aura lieu à Colomiers. Les Columérins, 5e, reçoivent le leader Pau qui n'a concédé qu'une défaite en 10 matchs. Enfin, dimanche 18 h, Montauban, 11e, recevra Tarbes, 13e. Un résultat en hand, le Phoenix s'en sort bien avec un nul obtenu à domicile face à Nantes. Nantes qui comptait 5 buts d'avance à 9 minutes du terme. Le Phoenix est 9e du classement. Enfin, volley, les Spacers, 4e de leur championnat, se déplaceront à Montpellier samedi à 20 h. Quel est le regard des Français oubliés, ceux qui vivent dans cette France dite profonde, loin des projecteurs? Que pensent-ils de leur époque, de leur pays? Ces questions et bien d'autres, la journaliste Florence Aubenas est allée les poser. Elle en a fait un ouvrage intitulé « En France ». Elle est venue dans une librairie toulousaine pour en parler ce matin. Greg Lamazère et Alain Sorat l'ont rencontré. Alors vous avez vu des gens, est-ce que c'est la France ou c'est des parties de la France? Alors pour moi c'est la France, et alors ce qui est assez impressionnant, c'est que la plupart des gens qui m'interviewent, notamment à Paris ou des gens qui m'appellent, me disent alors c'est la France, et ils cherchent à mettre derrière un adjectif. Alors l'adjectif c'est parfois la France profonde, la France d'en bas, la France périphérique, la France quelque chose. Et c'est vrai qu'on a tendance à la voir pour invisible, cette France-là, mais parce qu'on ne la voit pas parce qu'elle n'existe pas ou parce qu'elle n'est pas visible. C'est nous qui ne la voyons pas. Et c'est ce presque rien, c'est ce quotidien un peu cabossé, c'est voilà, c'est cette vie qui passe, qui change sans qu'on s'en rende toujours bien compte. C'est ça qui me plaît à faire aujourd'hui. Je pense qu'il y a aujourd'hui réellement une rupture et qu'il y a réellement une partie des gens qui ne se sentent pas pris en compte. Et c'est la chose, je pense, la plus frappante aujourd'hui en France. Et je crois que le jour où on arrête de geindre, comme vous dites, eh ben c'est là où ça va vraiment mal. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a en revanche, un grand déficit politique, ça c'est clair et net, où les gens se sentent de moins en moins représentés. Et il y a une grave crise de la démocratie, ça c'est clair, c'est vraiment clair.
Un voyage dans le temps à présent, c'est ce que propose le musée Saint-Raymond à Toulouse. Retour sous l'Empire romain où le plus grand soin a été apporté à la décoration d'intérieur par les propriétaires les plus aisés. Plus spécifiquement, un soin apporté aux peintures murales. L'expo Empire de la couleur s'arrête sur les techniques et les motifs utilisés à l'époque. Explication avec Pascal Soler. Au IIe siècle avant notre ère, au moment où Rome envahit les terres grecques, les classes sociales italiennes les plus aisées s'approprient les modes d'ornementation des intérieurs grecs. Les murs étaient recouverts d'enduit et peints. Cette peau de la paroi servait à la fois de protection et de support décoratif. Les peintures et fragments de fresques exposés provenant des provinces romaines de Narbonnaise et d'Aquitaine sont confrontés de manière inédite à des œuvres italiennes prêtées par le musée du Louvre et le musée archéologique national de Naples, des œuvres retrouvées notamment à Pompéi. Ce qui est intéressant, c'est que cette exposition, elle parle des ateliers de peintres. Elle parle des ateliers qui sont itinérants, qui sont plus ou moins célèbres certainement. Ils se sont inspirés, notamment pour les tableaux centraux des parois, peints à fresque aussi, de vieilles peintures grecques qui dataient du 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ et qui étaient elles-mêmes exposées à Rome dans les collections publiques, c'est-à-dire sous les portiques au cœur de Rome. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que cette peinture grecque, on ne la connaît plus. Elle a disparu parce que les tableaux grecs étaient peints comme nos tableaux actuels, sur bois, étaient mobiles, c'était des peintures de chevalet. La peinture grecque n'existant plus, ce sont les seules traces aujourd'hui présentes de ce que pouvait être la peinture grecque antique. Et ce sont des tableaux mythologiques, par exemple, qui racontent, comme nos fables de La Fontaine, qui racontent des épisodes très très célèbres d'une culture ancestrale. L'exposition tente de montrer par la restitution d'une paroi peinte et un film les techniques utilisées par l'artisan de l'Antiquité, à savoir l'application de plusieurs couches d'enduit à la chaux et une dernière couche de poudre de marbre pour un effet très lissé. La difficulté de la peinture antique, c'est qu'elle était donc extrêmement lissée et c'est un peu comme si on fermait les pores du support et donc la chaux a plus de mal à venir chercher les pigments. Donc c'était un peu ça l'enjeu, toute la difficulté du processus. La peinture de Rome à Pompéi, la peinture dans le sud des Gaules, tels sont quelques-uns des thèmes de conférences proposés durant les 4 mois d'exposition pour s'imprégner pleinement de l'histoire de la Rome antique. Voilà, exposition programmée jusqu'au 22 mars 2015. C'est ainsi que se termine cette édition. Il me reste à vous souhaiter le meilleur week-end possible et à vous dire à très bientôt sur TLT.